Alors, bonsoir à tous. Je suis ravi pour la première rencontre, après les deux soirées de rencontres littéraires où Nadège Agulo était présente, de recevoir Magdalena Platsova, qui nous présente donc son premier roman traduit en France. On parlera des autres peut-être tout à l'heure, Le Sceau d'Aaron, chez Agulo évidemment. Et pour commencer, bonsoir Magdalena déjà et Nadège. Euh, pour commencer, on va peut-être commencer par présenter Magdalena par Nadège, par son éditrice, et notamment par la découverte de ce roman-là. Pour ceux qui étaient absents aux soirées de rentrée littéraire, Nadège, comment s'est présenté à toi ce manuscrit? Alors, en fait, mais aussi Magdalena, elle pourra aussi nous en parler parce que je crois qu'elle avait contacté Barbara Fort, qui est une traductrice du tchèque et du slovaque et qui a déjà traduit pour nous un auteur slovaque, Arpad Šoltész, qui fait du roman noir slovaque ultra sombre et dur. C'est un peu du western à la sauce slave. Et donc, donc Magdalena a contacté Barbara et Barbara nous a contacté en suivant en nous parlant donc. En fait, elle ne nous a pas parlé du texte qu'on a publié du Sceau d'Aaron en premier. Elle nous a d'abord présenté le roman français écrit à Lyon, d'ailleurs, qui se passe à Lyon, qui est plutôt une histoire d'amour. Enfin voilà, c'est l'histoire d'une femme aussi. Bon, bref, et du coup, voilà, donc avec évidemment aussi des informations sur qui était Magdalena. Et effectivement, moi, ça m'a intéressée. Et du coup, j'ai été voir un peu plus sa bibliographie. Et effectivement, le Sceau d'Aaron, pas avec cette héroïne m'a beaucoup attirée. Le destin tragique de cette héroïne qui, artiste Bauhaus, etc., et qui avait vécu voilà, sur cette histoire européenne entre les deux guerres, etc., qui était aussi un témoin de ce qui s'y était passé, et au niveau artistique et au niveau historique. Ça, j'avais trouvé ça fascinant. Et en fait, c'est vrai que quand on a lu le roman, qui avait été traduit en anglais, je trouvais que c'était un roman très moderne, même si c'était un roman historique. J'ai trouvé que c'était très moderne, justement, dans le traitement, qui n'est pas forcément linéaire, hein, la structure du roman. Ce mélange de présent avec cette équipe de reportage et ce passé. Et quand on rentre dans ce passé, en plus, c'est toujours des souvenirs de quelqu'un qui l'a connu, en fait, avec qui elle a été amie, etc. C'est toujours du point de vue de quelqu'un d'autre. Et j'ai aussi aimé justement que même si son histoire est tragique, on ne tombe jamais vraiment dans le pathos que pourrait entraîner justement ce qui lui est arrivé. Hein, donc en tant que interné dans un camp de concentration, déporté à Auschwitz et tout ça, on aurait pu tomber dans le pathos. Et justement, je trouve que le livre reste toujours très, très digne. Et puis, je trouvais voilà, que cette histoire de femmes, voilà, entre ces deux, du XXe siècle était très moderne, quoi. Pour moi, c'est un livre très moderne, en fait. Je ne sais Et pas si Magdalena, oui. oui. Oui, si Magdalena veut intervenir sur ce manuscrit-là, sur la découverte du manuscrit. Euh, bon, c'est juste, je vais dire, Le Sceau d'Aaron, en fait, c'était mon premier roman. Oh, j'avais 33 quand j'ai commencé à l'écrire. J'avais un petit bébé, mon fils, mon premier enfant. J'étais la plupart du temps, j'étais seule avec mon enfant. Et j'ai commencé à écrire, je pense, oui, en fait, je croyais pas que je vais réussir parce qu'il y avait tellement peu de temps. Puis j'ai écrit quand il était endormi, c'était 1 heure, 2 heures. À la fin, en fait, je me suis fait une espèce d'écriture. J'ai commencé à écrire dans ma tête. Et puis, quand j'avais un peu de temps, je me suis mis à ordinateur pour écrire. Alors, j'ai continué, c'était un continuum dans ma tête. Et, comme effet, en fait, après, je connaissais tous les romans par cœur, en fait. C'était un peu comme les gens qui ont écrit dans les prisons, ils ont mémorisé c'était pas prison, mais un peu, les conditions n'étaient pas vraiment. Mais je crois que ça donnait à mon roman une espèce d'intensité, en fait.
que j'avais un peu mal de retrouver après, parce que c'était tellement fort pour moi quand j'ai écrit ça, qu'après, quand j'ai écrit les autres livres, j'ai toujours essayé de retrouver cette intensité, cette intimité d'écriture que j'avais là, quand j'étais seule avec un tout petit bébé en écrivant le livre. Et je pense qu'il y avait vraiment, que c'était un roman où j'ai mis vraiment tout qui était en moi en ce moment. C'était une espèce de révélation de devenir une mère, mais aussi la frustration, une espèce de changement, tout était bouleversé. Je ne savais pas si je vais réussir de continuer ma vie comme avant, mais aussi l'amour et responsabilité et tout ça. Et contre ça, il y avait ce destin d'une femme, d'un vrai caractère, qui en fait, qui avait qui s'est battue, sa vie, c'était, en fait, elle a essayé de vivre dans la façon moderne, dans la façon indépendante, dans la façon, elle a de se libérer de tous les chaînes, de toutes les expectations. Mais à la fin, elle n'a pas vraiment réussi d'être heureuse dans la façon de... Elle n'a pas réussi d'avoir un enfant elle a beaucoup voulu, mais elle n'a pas réussi vraiment, elle a perdu son enfant. Et puis, à la fin, elle se sauvait dans l'art, mais surtout dans l'enseignement, dans l'amour pour les autres. Mais alors, c'était ça les conditions dans lesquelles j'ai écrit ce roman. Et voilà, et pour moi, c'est mon livre préféré. Alors, je suis très contente que c'est le premier livre qui est publié en France. Vraiment, la traduction est merveilleuse, je trouve. Quand j'ai relu le texte après beaucoup des années en français, j'étais assez enchantée, faut dire, qu'est-ce que ça donne en français. Je pense que Barbara, elle a réussi de faire un très beau travail. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez travaillé ensemble avec Barbara, justement? Bon, oui, elle m'a envoyé le texte une fois. Bon, elle avait quelques questions, bien sûr, et puis elle m'a envoyé le texte. Alors, il y avait quelques corrections, mais pas trop. Pas trop. Ouais. Parce qu'il faut dire que c'est quand même assez rare que les auteurs parlent, en fait. Alors, Magdalena, ça fait 6 ou 7 ans ou 8 ans, je ne sais plus combien de temps tu vis en France. Mais généralement, nos auteurs étrangers, c'est rare qu'ils parlent le français ou qu'ils lisent le français. Donc, généralement, ils ne peuvent pas relire les traductions. Alors, des fois, ils les donnent à faire lire à leurs amis, s'ils ont un ami qui parle français, qui lit français, etc. Mais c'est un vrai luxe, enfin, c'est un vrai plus si l'auteur peut lire la traduction. Ouais, c'est un grand avantage, ouais. Et notamment pour les Mais rencontres en parfois, librairie. Pardon? Et notamment pour les rencontres en librairie, Nadège est ravie c'est sûr. d'avoir une autrice francophone. Ouais. Oui, c'est sûr. Parfois, pour les traducteurs, c'est difficile parce qu'ils se sentent un peu contrôlés. Il y a des traducteurs qui ne supportent pas être en fait mis en doute. J'avais des expériences comme ça avec mon traduction en anglais parce que je parle anglais beaucoup mieux que français en fait. Français, c'est toujours avec les erreurs, anglais, c'est mieux. Alors, oui, c'est un peu difficile pour leur ego ouais. Et j'aimerais savoir justement l'accueil de ce texte-là en République tchèque, en Tchéquie, puisque c'était 2006, il me semble, a été publié en 2006 là-bas. Oui. Ouais. Et notamment par rapport à cette figure emblématique, cette femme, Friedel Dicker Brandeis. Quelle est l'histoire de cette femme-là en République tchèque? Comment est-elle perçue? Est-ce qu'il y a des œuvres sur elle?
comment est-elle perçue en réalité et quel a été l'accueil de ce livre-là en République tchèque? Bon, c'est Friedel Dickerbrandes, elle n'est pas connue en Tchéquie. Bon, ailleurs, elle n'est pas connue dans le monde, elle n'est juste pas connue. C'est quelqu'un euh, qui est connu juste en relation avec les enfants de Thérésine, avec leur peinture, avec les images, comme leur maîtresse, comme leur enseignante. Mais comme une artiste, elle n'est pas connue du tout. Il existe, d'ailleurs, c'était très émouvant que Nadège, que Agulo, en fait, ils ont fait un petit librette qui va avec le livre, avec des images, avec des peintures de Friedel, ce qui est exceptionnel vraiment, parce que c'est des images qui sont très, très beaux, je trouve. Alors, on peut voir, elle était un vrai artiste qui avait mal en fait, de trouver, je pense, de trouver son chemin parce qu'elle était un peu... elle a étudié à Vienne juste après la Première Guerre mondiale, puis à Bauhaus. Il y avait toutes ces grandes idées. Et là, c'était difficile, je pense, de trouver son propre chemin, de trouver soi-même avec le fonctionnalisme, communisme, l'art abstrait qui était comme un dictat. Et en fait, le petit paragraphe que j'ai choisi, il s'agit de ça. Je peux le lire peut-être maintenant ou plus tard. Oui, bien sûr. Ouais. Pour la réception de livres en République tchèque, bon, je ne sais pas, c'était pas un grand chose. Hein. Oui, il y avait des critiques. Ouais, c'était voté comme un des meilleurs livres de l'année, mais c'était pas. En fait, c'est un livre assez intime, pas difficile à lire, mais il faut quand même se Exigeant. plonger dedans. Il est exigeant. En République tchèque, je pense, oui, ils préfèrent les livres un peu plus faciles quoi, à ce moment. En tout cas, tu es bien soutenu par exemple, le Centre du livre Oui, oui, tchèque, oui, 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 oui. Non, qui fait je quand même parle, oui, beaucoup de oui, oui, promotion oui, oui, autour de oui, oui, non, non, je me plains pas. C'est juste, mais Quand c'est même, tu as pas un été livre. traduit dans plusieurs langues. Tu as été Ouais, traduit ouais, dans ouais, ouais. plusieurs langues aussi. Hein. Oui, oui, Donc mais ça, c'est c'était pas, des... oui, mais c'était pas leur travail là. C'était vraiment les gens qui sont tombés amoureux de livres et ils sont traduits ou publiés. Ce que je veux dire, c'est pour un auteur tchèque d'être traduit en anglais, en français Oui, oui, et en oui. allemand, ça court Non, pas non, les rues, quoi. non, non, mais c'est pas oui, mais c'était pas le centre de littérature tchèque qui a fait Oui, ça, oui, oui, non, pas du ça, tout. c'est deux choses séparées. Oui, 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 oui. oui, oui. Oui, Oui, c'est le livre. En fait, c'est un livre qui travaille assez doucement. Alors, oui, elle fait son chemin. Ouais. peut-être que la traduction française va ouvrir vers d'autres langues encore. Hein. Ouais. Ouais, Espagnol, espérons. italien, pourquoi pas. Ouais. Espérons. Justement, par rapport au... Oui, pardon, Magdalena, allez-y. Ah non, je veux juste dire que je pense que c'est un livre qui ne vieillit pas trop. C'est une espèce d'histoire éternelle, alors ça va. Ouais. Justement, je ne savais pas que le Saudaron était votre premier roman, mais ensuite, vous avez écrit d'autres choses, dont, il me semble, un livre pour enfants et des nouvelles, et donc 2 autres romans. Comment a évolué votre littérature? Est-ce que vous êtes... j'aimerais bien savoir de quoi parlent tout simplement vos autres écrits. Est-ce que le Saudaron est une parenthèse ou au contraire, est-ce que vous êtes resté dans les mêmes thématiques ou dans les mêmes thématiques philosophiques, puisqu'on parlera peut-être tout à l'heure notamment du choix de la liberté et de l'utilité ou non de l'art. J'aimerais bien savoir ce qu'il en est de vos autres écrits.
Oui, bon, c'était mon premier roman, mais pas mon premier livre, hein. J'ai publié 2 livres avant, des histoires, et puis un petit roman qui était plutôt un novella. C'était un roman court. C'était mon 3e livre, premier roman. Oui, c'est une bonne question. En fait, après Le Saut d'Aaron, j'ai écrit une collection aussi des histoires. Et après, j'ai écrit mon 2e roman qui s'appelle, en tchèque, ça s'appelle L'Anarchiste. En anglais, c'était traduit comme The Attempt. Il s'agit là, en fait, pour moi, c'est une espèce de continuation de Saut d'Aaron, parce que c'est aussi fondé sur une histoire vraie des anarchistes américains d'origine russe, notamment Alexandre Berkman, qui était amant de Emma Goldman. L'histoire s'évolue autour d'un essai d'un attentat inachevé, en fait, un attentat qui n'a pas tué, qui n'a tué personne, mais c'était la fin du 19e siècle. Et puis aussi, je mène mes caractères dans le 20e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, j'ai revenu à nouveau dans cette période très bouleversée, très vivante, très pour moi, inspiratif des années 20, de début du 20e siècle. Mais là, en fait, dans Le Saut d'Aaron, il s'agit le thème, vraiment, c'est l'art. Oui, voilà, c'est l'art. La question, c'est est-ce qu'on peut se sauver, est-ce qu'on peut trouver un chemin à travers ou par art, par l'art, par beauté, par l'art, par vérité de l'art. Dans mon 2e roman, c'était en fait la politique. C'était l'anarchisme, c'était l'idée de société juste. Cet roman, il est encadré. Alors là, il y a aussi quelques niveaux différents. Alors, un niveau récent et puis un niveau historique, comme dans Le Saut d'Aaron. Et tout est encadré par le Occupy Street Movement à New York, parce que j'étais là à New York quand c'est évalué, oui, cette mouvement. Alors, je suis allée comme journaliste pour faire les entretiens avec les gens qui étaient là sur la place qui sont occupés Zuccotti Park. En fait, mais c'était après avoir commencé à écrire ce livre. Mon livre, j'étais très mécontent parce que ça ne tenait pas ensemble. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et quand j'ai fait les entretiens avec ces jeunes, tout d'un coup, j'ai entendu, ils ont discuté les mêmes choses comme mes caractères dans le livre dans les années au début du XXe siècle ou même avant, fin du XIXe. Le même idéalisme, les mêmes inspirations, les mêmes. Alors, ça tombait en place. Et voilà, j'ai pu achever ce roman. Et après ça, il y a mon roman lyonnais qui est différent, qui est très récent. Là, il s'agit vraiment, je pense, c'est sur être chez soi ou non, sur exil, sur les gens L'identité. qui... Oui, sur les gens qui vivent comme les nomades, soit dans la communauté internationale des corporations, soit dans la rue. Ça, c'est tout. Et c'est vraiment c'est roman sur Lyon. Voilà. Et alors, entre ça, je publie des autres livres,
Mais ça, c'est, je pense, les livres principaux. Puis maintenant, je viens d'achever un autre roman qui va apparaître je pense, février ou mars à Tchéquie. Ça s'appelle La vie après Kafka. Et c'est à nouveau, en fait, un roman historique. Et le caractère principal, c'est Felice Bauer, qui était la fameuse fiancée de Kafka. Mais ce n'est pas sur leur affaire, c'est sur sa vie après Kafka. Parce que j'ai rencontré sa famille aux États-Unis. Alors, il y a à nouveau ce niveau un peu documentaire, historique et fiction, un niveau fictif en fait. Voilà. Bon, Nadège, il y a du travail, hein. Ouais, je savais pas pour le dernier roman, donc ça a l'air intéressant. Non, mais effectivement, l'anarchiste, enfin voilà, on avait regardé, c'est aussi un roman qui nous intéresse. Enfin, tout nous intéresse finalement. Mais voilà, donc on a commencé avec Le Sceau d'Aaron, ce destin de femme qui nous C'était a... un bon choix, je pense. C'était vraiment un bon choix. Ouais. On s'est même pas forcément rendu compte que c'était ton premier d'ailleurs. Ouais. Tu vois, que c'était ton premier roman. Mais oui, c'est avec celui-ci qu'on a voulu commencer en tout cas. Mais je crois qu'il y a une question, non? Oui, il y a je une vois question, une petite main. sûr, tout à fait. Il y a une question de Stéphanie. Oui, bonsoir Magdalena et bonsoir Nadège. Bonsoir à tous. Alors moi, j'ai fini le roman ce matin. Et alors, je me suis demandé comment Magdalena, vous étiez tombée sur ce destin, voilà, ce destin assez fou dans ce XXe siècle qui est terrible. Puisque vous parlez en fait de deux artistes, deux femmes artistes, donc Bertha et Christina, peut-être l'une est plus connue que l'autre. Enfin, pour nous, elles ne le sont pas encore, ni l'une ni l'autre. Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir l'une plutôt que l'autre? Parce qu'il y a quand même un éclairage davantage sur Bertha, bien sûr. Et est-ce que vous pensez que Christina, elle mériterait aussi un récit? Est-ce que sa vie mérite aussi une histoire parce que ce serait aussi un destin de femme emporté dans le tourbillon du XXe siècle? Bon, le caractère de Christina, c'est caractère fictif. C'est pas quelqu'un, c'est en fait un caractère qui est fondé sur ma grand-mère qui était sculpteur. Sculptrice, oui, c'est ça. Sur Anna Sladkova. En fait, le livre elle est dédié à trois femmes. C'est ma grand-mère, Anna Sladkova et Friedel Dicker-Brandes. Alors, je mergeais ces deux femmes, Anna Sladkova et ma grand-mère, dans le caractère de Christina. Anna, on était amies, c'était une vieille dame quand on s'est rencontrés. Et elle a connu Friedel personnellement. Quand elle s'est réfugiée au nord de Bohémie, elle a vécu là et elles sont devenues amies. Alors pour moi, c'était pas ça qui était intéressant parce que dans ce temps-là, je pensais pas d'écrire ce roman, mais j'étais vraiment fascinée par cette femme qui vécut seule, qui était assez vieille, mais elle a préservé tout cette... elle était très frais, quoi. Elle a préservé vraiment son esprit créatif jusqu'à la fin. C'était quelque chose, j'avais 23 ans, 24 ans, je ne sais pas. Et c'était vraiment fascinant pour moi d'être son amie. Je la visitais plusieurs fois. On a fait de belles promenades ensemble quand elle a encore pu marcher. Et voilà. Alors, en fait, un peu, c'est aussi dans le caractère de Bertha, quand elle commence à peindre, à dessiner les objets de nature de tout près, c'est Anna aussi, c'est elle qui a fait ça. Quand c'est approché des choses pour découvrir un autre univers,
c'était elle. Et puis ma grand-mère, oui, elle a aussi, en fait, elle a étudié dans les années 20. Et elle était moderniste, quoi. C'est elle, quand j'écris que Christina, elle a cassé ses décorations Art Nouveau. C'est ma grand-mère, c'est elle qui a fait ça. Elle a détesté les ornements. Elle était vraiment quelqu'un de très radical dans son temps. Et le caractère de Milena, en fait, c'est moi, dans quelque façon, parce qu'il y avait une période quand j'ai quitté mes parents pour vivre avec ma grand-mère. Alors, on avait ce matin, quand ma grand-mère avait son première cigarette, et on a bavardé, tout ça. Alors, c'est ça, cette vie avec de petite fille avec sa grand-mère, c'est ça un peu. Et aussi, oui, alors c'est tout, en fait, c'est fiction, mais évidemment, il y a des éléments de réalité. Et pour Friedel, comment je l'ai trouvé, c'est aussi, j'ai travaillé, quand j'étais étudiante, j'ai travaillé comme traductrice pour un groupe de documentaristes d'Israël qui sont venus faire un film sur Friedel. Alors ça, c'est aussi vrai. Je suis allée à Térésine avec eux et j'ai découvert le destin de Friedel Dickerbrandy. Ça restait avec moi pour 10 ans. Après 10 ans, j'ai commencé à écrire le roman. Mais j'ai rencontré les enfants de Térésine. Alors tout ça, c'est vrai. En fait, il y a beaucoup de faits de vérité dedans. Ouais. Je ne sais pas si j'ai... Oui, j'ai répondu à votre question. Si, et justement, alors ça rejoint une autre question que je me posais, mais je pense que que vous avez amorcé la réponse déjà, parce que je me suis dit, si c'est le destin d'une artiste si importante, parce que quand même l'école de Weimar, c'était quand même important au XXe siècle, je me demandais pourquoi vous aviez choisi de lui donner une autre identité avec un autre nom, un autre prénom, donc voilà, c'est Bertha et pas Friedel. Et donc, est-ce que c'était aussi pour se garder une part de liberté, enfin s'affranchir de la réalité pour quand même parler de ce destin particulier, mais y ajouter en fait plein d'éléments de fiction? Oui, c'est pour ça, oui. Je voulais pas écrire une biographie, c'est pas une biographie, c'est un roman. Et je voulais pas être, en fait, oui. Alors, vous avez, en fait, il y a quelques noms qui sont les vrais noms, pas trop, qui sont en note de bas mais de il y page en la a, plupart du temps. Ouais. ouais. Mais la plupart des vraies personnes, je changeais les noms justement pour se libérer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai... Oui, c'est juste, oui, pour se sentir libre, pour ne pas s'imposer sur les vraies personnes, quoi. Mais je pense que je suis pas... que je suis pas partie trop loin de la réalité qui était possible, quoi. Ouais, j'ai pas fait, j'ai pas Trop construit d'écart. vraiment la fiction, c'était plutôt intuitif. J'ai plutôt entré dans ce que je savais pour remplir cette vie de réalité, mais j'ai pas, ouais, je faisais pas ouais, des fictions inutiles, quoi. C'était tout là dedans. Voilà. Et encore une question, le fait de croiser ces destins des années 20 et 30 a donc un couple de notre époque. Est-ce que c'était pour faire en sorte que le lecteur se sente plus concerné par des destins qui sont éloignés? Est-ce que c'était une façon en fait de rapprocher cette histoire-là de notre époque, du lecteur, parce que ça fait partie des histoires de nos familles et qu'il suffit de remonter un peu jusqu'à la grand-mère pour parfois avoir
ce genre d'histoire? Bon, je pense que cette période, après la Première Guerre mondiale, c'était en fait très spécial parce qu'il y avait tout, il y avait tout déjà qui s'est évolué après, qu'on a vécu après pendant le XXe siècle. Toute cette idée, il était déjà là, mais dans la façon très crue et fort et vrai. Les gens, ils ont vraiment essayé, tenté de trouver un chemin neuf, quoi, quelque chose de nouveau, parce qu'il était tellement bouleversé, tellement déçu par cette guerre, par cette destruction, qu'ils ont vraiment, il avait une énorme énergie. Et alors, je pense que c'était un peu comme un laboratoire ou je sais pas, je ne sais pas m'exprimer comme il faut, mais qu'en fait, en entrant, en étudiant cette époque-là, on peut voir vraiment beaucoup de mécanismes de ce qui est venu après. On peut comprendre mieux. Et je pense que c'est ça qui est très attirant pour moi, même pour la libération des femmes, des choses comme ça, c'est là où on peut trouver beaucoup de choses. Ouais. Voilà, je sais pas si Je reviens sur vos parents, dont on n'a pas encore parlé, mais j'imagine qu'ils ont forcément et fortement influencé vos romans, puisque tout à l'heure vous parliez de l'anarchiste. Donc là, on voit tout de suite le rapport avec votre mère, Eda Kryseova, qui était dissidente tchèque, et votre père, Joseph Platz, réalisateur de documentaires. Dans quelle mesure vos parents ont-ils influencé votre littérature et vos sujets de prédilection? Bon, je pense qu'ils ne sont pas vraiment influencé mon choix de sujet. D'ailleurs, ils n'ont jamais su ce que je fais ou ils savent juste après, quand le livre est fini et publié. Alors, mais bien sûr, ils me sont influencés beaucoup. Mais pour ça, il faudrait entrer un peu dans cette période communiste, dans cette période d'hypocrisie qui était partout, où il y avait un double vie, en fait, une vie publique et une vie privée. À la maison, on ne disait pas les mêmes choses dehors et à la maison. Et, je pense, surtout ma mère, elle se foutait un peu de ça. Elle nous a toujours encouragés de dire la vérité ou d'être vrai. On avait aussi à la maison beaucoup de littérature qui n'était pas accessible normalement, qui était interdit. On avait accès au... C'était toujours un... Je pense, j'ai réfléchi ça aussi dans le Saut d'Aaron quand j'écris sur la période, sur l'Autriche après la Première Guerre mondiale, quand Bertha, quand elle rentre à la maison à l'Autriche et quand elle sent son pays comme une espèce de devoir qu'elle doit rentrer pour qu'elle aide à en fait construire un nouveau pays démocratique ou socialiste. Je pense que c'est un peu ça, non, qu'on se sent vraiment responsable, peut-être un peu plus que si on grandit dans un pays démocrate où ouais, il faut aussi être actif ou agile ou tout ça, mais c'est pas vraiment si
si noir et blanc, quoi. C'est pas là-bas, si vous avez signé une pétition, c'était fini pour l'école, quoi, ou des choses comme ça. Alors, c'était un peu plus sévère, quoi. Mais j'avais de la chance parce que j'avais 17 ans quand la révolution est venue. Alors, j'ai profité d'expérience de vivre dans un pays totalitarien, qui est une expérience assez forte, je pense, et formative. Et puis, je pouvais, dans le temps, quand je pouvais déjà partir pour étudier dehors, pour profiter du monde qui était ouvert, je pouvais le faire. Alors, j'avais beaucoup de la chance d'être là à ce moment, d'être si jeune que je pouvais découvrir le monde quand j'avais 18 ans, 19 ans. Parce que si le communisme durerait un peu plus, je pense que ça vous casse aussi. C'est pas facile, quoi. Ouais. Sandra? Là, il faut vraiment choisir, hein, si vous êtes de quel côté vous êtes. Pour moi, j'étais encore un peu protégée par mon âge. Sandra? Oui, bonsoir tout le monde et plus particulièrement à Magdalena et Nadège. Magdalena, j'ai trouvé, moi, dans votre roman, qu'il y avait des passages qui étaient très sensibles et particulièrement dans le rapport aux hommes que Bertha pouvait cultiver par rapport aux hommes et Christina, forcément, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout aussi, hein, du roman. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez comblé un petit peu la réalité, voilà, avec d'autres choses, peut-être des choses que vous avez vécues. Alors, je me demandais justement si cette sensibilité, vous étiez allé la chercher en vous-même ou si elle vous avait été inspirée par votre grand-mère, justement, ou cette amie qui avait connu Bertha, si cette sensibilité, vous l'avez trouvée chez Bertha en discutant avec cette amie, ou si c'est très personnel. Je pense notamment, moi, il y a un passage qui m'a frappée, c'était ce petit paragraphe où vous parlez des pleurs des hommes qui ont du mal à s'exprimer. Voilà, savoir d'où cette sensibilité vient et si elle est très personnelle à vous ou à celles qui vous ont inspiré. Bon, je pense tout ce qui est de ce côté-là, c'est de moi, oui. En fait, c'est tout est, ouais, tout c'est, mais ça, non, c'est de mon expérience, je pense, c'est ma vie, voilà. Mais c'est quand vous écrivez, vous n'êtes pas sûr d'où ça vient, non? C'est parce que vous touchez quelques niveaux assez profonds, alors ça vient comme une intuition. Parfois, après, quand je vois ce que j'ai écrit, je ne sais pas, je me dis, oh, comment je savais ça? Mais ça vient de quelques expériences qui sont là, où c'est. D'où ça vient, mais c'est moi, oui, c'est moi. C'est pas les choses racontées ou non, c'est de moi. Est-ce que juste pour compléter, Christina, justement, elle cherche à comprendre qui était Bertha au fond. C'est ce qu'elle veut reconstruire, hein, véritablement, parce qu'elle a l'impression qu'il y avait des zones d'elle qu'elle ne connaissait pas. Donc finalement, si, par rapport à votre réponse, ça signifierait aussi qu'en Bertha, vous avez inscrit beaucoup de vous-même et que de Bertha, il ne reste que le côté artistique, finalement. Oui, bien sûr, oui. Mais c'est aussi la peinture. Bon, je ne sais pas, c'est cette chimie d'écrire. Parce que même quand j'écris sur l'art visuel, que je ne fais pas, c'est toujours... c'est des choses qu'on découvre peut-être en écrivant, on découvre quelques lois de art visuel. Si vous vous souvenez, il y a une petite scène à la fin du livre quand Bertha, elle se souvient de
de son première image quand elle est venue. Elle allait avec son papa au marché. Et puis, elle a vu les choux. Et puis, quand ça entrait vraiment, vraiment, ça entrait en elle, cette image. Et puis, quand elle est rentrée à la maison, elle a fait une petite image, une petite peinture. Elle s'est soulagée. D'un coup, elle pouvait vivre avec cette expérience. Et c'est quelque chose que je me souviens, c'était la poésie pour moi quand j'étais petite, en fait, j'avais des sentiments, des impressions si fortes que je ne pouvais pas il fallait que je les écris et après je pouvais continuer, je pouvais les digérer. Alors c'est ça mais c'est pas une façon consciente, en fait vous écrivez et puis ces choses elles viennent tout seules. C'est pas que vous prévoyez d'utiliser cette expérience pour votre caractère. Ça, ouais. Mais évidemment, je pense que c'est pour tous les écrivains enfin pour les écrivains qui écrivent vraiment de quelque profondeur, que dans tous les caractères, il est créé de matériel qui est en eux. C'est eux, dans quelque façon. Sinon, on ne peut pas remplir cette caractère, on ne peut pas... Ouais. Il y a Ryan qui posait une question et certains autres se la posent également sur le titre. Pourquoi avoir décidé justement de cibler la chose sur Aaron, qui est un personnage mineur dans l'histoire d'apparence, mais pourquoi ne pas avoir mis en avant Bertha ou Friedel, peu importe, mais en tout cas, pourquoi ne pas avoir choisi cette héroïne féminine dans le titre? Puisque le titre tchèque, il me semble, est également Aaron. Oui, c'est la même chose, oui. Bon, c'était... déjà, le saut de Bertha, c'est pas très joli. Saut d'Aaron, c'est beaucoup mieux. Mais oui, c'est un petit rebus qui, en fait, si vous lisez vraiment avec précision, vous trouvez que Aaron, il est une espèce de miroir pour le caractère de Bertha. Et, Aaron, il s'agit toujours de courage pour les deux. Courage de faire quelque chose, courage de sauter, courage de se plonger. Pour Bertha, c'est dans la peinture. Pour Aaron, c'est dans l'amour. Ce qui est un peu banal, mais bon, c'est une histoire d'amour. Ça, c'est fiction, c'est pure fiction. C'est pas moi qui avait affaire avec un caméraman israélien, je vous assure. Alors, et aussi cette love story de Christina avec Marie de Bertha, ça c'est aussi fiction, c'est pas... Enfin, oui, c'est fiction. Oui, là, ça est venu à moi, je ne sais pas d'où, mais j'ai aucune preuve que quelque chose comme ça a existé. Mais il est aussi vrai que, par exemple, une fois, j'avais une discussion ou quelque chose avec une écrivaine tchèque qui s'appelle Douskova, Irena Douskova. Et cette Irena Douskova, elle m'a dit, entre nous deux, qu'en fait, son père, il est parti de la même façon en Israël comme le papa de Mirek, comme mari de Friedel, qu'il a disparu comme ça, sans laisser les traces. Après, alors c'est quelque chose qui existait, évidemment. Les gens qui ne pouvaient pas vraiment vivre avec ce trauma de camps de concentration, vivre dans la société qui a
qui a voulu oublier que le mettre en arrière. Non, mais en fait, pardon, la question, c'était quoi? C'était le saut Ah, le d'Aaron. titre, oui, voilà. Alors, c'est le courage d'Aaron de aimer cette fille Milena. Et puis, il y a cette rêve quand lui, qu'il souffre de vertige, il saute de cette clocher à Thérésine et il s'envole en fait. Et à la fin aussi, quand il va à sa rencontre, il faut vraiment qu'il ose, qu'il prenne tout son courage pour aller rencontrer cette fille. Et pour Bertha, c'est le courage de se plonger dans son art, d'abandonner tous ces concepts qu'elle a appris à l'école et de vivre ce qu'elle est. Et là, en fait, peut-être je pourrais lire ce petit paragraphe que je peux maintenant, bien sûr. Parce que c'est ça, c'est un extrait du journal de Bertha. D'ailleurs aussi, c'est un journal fictif, hein, c'est pas le vrai journal. C'est quand elle est à Prague, quand elle s'est réfugiée à Prague, toute seule. Je me tiens derrière la fenêtre de mon appartement pragois. Je regarde au dehors, les rails en contrebas et la petite guérite de la gare. Une toile fixée à mon chevalet. Je peins. Si on me voyait à l'école, on se moquerait de moi. Ils n'en croiraient pas leurs yeux. C'est que nous avons brûlé les chevalets. Jamais d'après nature, nous le refusions. Nous ne voulions pas mentir. Par la fenêtre. Je me tiens dans mon séjour et je peins ce que je vois. Je me fais rail, gare, reflet rosé sur le toit de la maison d'en face. Je voyage. Je cesse d'être cette femme déprimée, alourdie. Je me sens légère ainsi. Je ne veux pas regarder en dedans, mais au dehors. Je peins depuis la fenêtre. Je ne peux pas en faire plus. Je ne peux pas. Dans cet aveu se tient la véracité qui me permet de peindre. Je suis celle qui ne peut pas. Je me débarrasse de la tyrannie de succès, la tyrannie des mots, qualité, sélection, fonction, la tyrannie des programmes et des proclamations, des idées, des idéaux, le dictat de ce qui devrait être au lieu de ce qui est. Je m'affirme comme inférieure, non fonctionnelle, impuissante. Je décrète que je suis tout ce que je n'ai jamais eu le droit d'être. Je dis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et ce faisant, je sens un afflux de courage, hésitant, mais perceptible. Voilà, je pense que c'est ça, en fait. C'est ce petit paragraphe que dit tout. Merci, Magdalena. Ouais, très bien. Par rapport à vos influences, ou en tout cas aux auteurs, on avait reçu il y a à peu près 6 mois, je crois, un autre auteur tchèque, Marek Šindelka, qui parlait également, pour le coup, d'immigration. De quels auteurs vous vous rapprochez intellectuellement? Alors Kafka, j'ai bien compris que oui, pour le coup, mais par la force des choses. Mais justement, est-ce que des auteurs tchèques vous ont mis le pied à l'étrier pour écrire? Comment vous avez débuté à la littérature? Comment vous avez débuté en tant que romancière? Est-ce que ce sont des auteurs tchèques d'ailleurs, ou au contraire étrangers, qui vous ont mis le pied justement à la littérature? Ouais, c'est plutôt... Ouais, avec les petites littératures, comme la littérature tchèque, en fait, c'est toujours on est assez dépendant sur les auteurs étrangers, je dirais. Il y a des choses géniales de la littérature tchèque.
je dirais, il y a plutôt les œuvres singulières, vous voyez, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas des grands, ou ce que je pense, des grands écrivains avec des grandes œuvres. Pas trop, pas beaucoup, pas que je sache. Il y a toujours des œuvres qui sont parfois grands, souvent inachevés, ce qui est curieux, comme Zweig ou les autres romans, Kafka, en fait, tous ces romans sont inachevés. Il y a, bien sûr, il y a plus, mais c'est plutôt les œuvres qu'on croise qui vous inspirent, que par exemple, je ne sais pas, vous avez Stendhal ou Flaubert, les gens, les ogres, quoi. Ça n'existe pas trop à littérature tchèque. Les gens qui étaient un peu plus grands que moyens, il avait toujours un destin assez difficile, je dirais. Par conséquent, je pense qu'il était un peu déformé dans leur écriture, dans leur vie, parce qu'il fallait toujours se mettre dans une forme un peu plus petite qui était leur naturel, quoi, parce que c'était une petite société. Je pense vraiment qu'il y a une différence entre les langues, la littérature plus petite et plus grande. Déjà, la langue tchèque, vraiment, ça recommençait dans le 19e siècle. Avant, il y avait un grand 300 ans d'Allemagne, en fait. Avant ça, il y avait un tchèque de Moyen-Âge. Mais pour le tchèque moderne, c'est assez récent, en fait. Les premiers écrivains tchèques, il écrivait pour écrire en tchèque, pour faire la promotion de la langue. Et c'est difficile de faire la promotion de la langue et d'écrire une grande littérature. Alors, même s'il y a des choses qui sont très, très bien, c'est toujours un peu fragmentaire, quoi. C'est pas... Mais il y a des choses qui m'inspiraient, sûrement. Et c'est intéressant comme la littérature. Ouais. En début de rencontre... Par exemple, pour les grands romans, il faut aller ailleurs. Vraiment, si ça vous intéresse. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment, je pense, dans mes années formatives, c'était la littérature française qui m'a beaucoup parlé, que j'avais même un projet quand j'avais 16 ans ou 15-16 ans de lire tout ce qu'il y a de littérature classique française de A jusqu'à Z. Mais je me suis perdue quelque part. Alors pour Zola, je suis jamais réussi en fait de venir jusqu'à Z. Mais je me souviens d'aller à la bibliothèque municipale à Prague et vraiment d'aller étagé par étagé. C'était fascinant. Ouais. Heureusement, il y avait des traductions très, très bien. Il y a une très bonne école de traduction en Tchéquie, ce qui est, je pense, assez normal pour les petites langues, qu'il y a des bons traducteurs, par comparaison avec les États-Unis. Parce qu'il faut traduire. On dépend de littérature étrangère, il faut. Ouais. C'est vraiment l'art là-bas. Ouais. Sandra? Oui, on a parlé du titre. Moi, je voudrais revenir aussi sur la couverture. Ils m'ont peut-être plutôt posé la question à Nadège sur le choix de la couverture parce qu'il s'agit d'une histoire de femme et on y retrouve un homme finalement. Ouais. En fait, c'est Friedel, en fait.
Il y a très, très peu de photos d'elle. Et c'est Friedel. Désolée, je croyais que c'était un homme. Eh ben non, c'est une femme. C'était Friedel, elle était moderne, elle avait les cheveux courts. Et donc, on a effectivement trouvé très peu de photos d'elle de l'époque. Celle-ci étant en plus, parce qu'en fait, donc, nous, sur nos couvertures, en fait, on utilise, si on peut, une photo qui fait première et quatrième de couverture. Et là, ce qui nous a vachement intéressé, alors là, j'imagine que ça doit être dans son époque. Alors, on n'a pas su, enfin, c'est une photo qui a, comme effectivement Friedel, elle a été déportée, elle est morte, enfin, elle a été assassinée à Auschwitz, elle n'a pas eu d'enfant et tout ça. Il y a des documents qu'on retrouve, mais on ne sait pas en fait à qui ils appartiennent, dans quelle collection ils sont, etc. Et en fait, alors j'imagine que ça doit être justement à sa période vraiment d'art quand elle était plus jeune, parce qu'effectivement, il y a un effet, la photo est prise derrière un rideau, où il y a un jeu d'ombre et tout ça. Et alors, ce qui nous avait intéressé, c'est qu'en fait, la photo complète, en fait, on dirait un peu en ange avec l'ombre qui est derrière sur le dos. Et on a trouvé super cette photo justement pour ce livre-là. Enfin, voilà, pour son histoire. Et puis surtout, voilà, en se disant, ben, on dirait un ange, en fait. Et voilà, et donc, ouais, c'est bien Friedel. Je crois que c'est une photo de Bauhaus, en fait. Ouais, ça a l'air, on dirait vraiment que c'est fait à cette époque-là, parce qu'il y a vraiment un travail, justement, sur l'ombre et la lumière. Et voilà, et après, il y a quelques autres photos de Friedel, mais c'est plus vraiment des portraits, vraiment posés. On voulait aussi, puisqu'on a trouvé que la photo était aussi très artistique, c'était aussi, voilà, pour accompagner aussi toute cette histoire, enfin, toute cette culture, toutes ces idéaux artistiques aussi qui sont décrits dans le livre, quoi. Ah, mais je suis contente d'avoir élucidé ce… Oui, on était tous persuadés. On était tous persuadés que c'était un homme. Ouais, non. Ouais. Cette école Bauhaus, justement, Magdalena, est-ce que vous pouvez dire, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, puisque certains ne l'ont pas encore lu ici, comment elle se définit, cette école, comment elle est née, puisque ça fait partie du livre, c'est une grande thématique du livre, à mon sens, et qui permet, à mon sens aussi, de faire découvrir quelque chose à des lecteurs français qui ne le connaissent pas. Mais de quoi? Excuse-moi, Anthony. Oui, pardon, mon accent allemand n'est pas non, forcément très bon. Mais je n'ai pas compris en fait le mot qui… Je parlais de l'école Bauhaus. Ah, de Bauhaus. Ah, ok. Parce que pas loin, je pense que vous avez dit juste école, je ne savais pas. Oui, Bauhaus, oui. Bon, c'est l'histoire que j'ai décrit un peu à travers des personnages principaux, ça veut dire de fondateurs, ce qui était en réalité Gropius. Là, je lui appelle Czerny, architecte Czerny. Et puis de ce Johannes Itten, qui est dans mon livre Théodore Nord ou Robert Meinlich. Là, en fait, on peut voir comment ils sont… quand ils sont fondés, Bauhaus, c'était très idéaliste, quoi. C'était vraiment pour trouver une nouvelle religion qui pouvait remplacer les religions qui étaient détruites par la guerre. C'était ce mouvement qui était aussi… par exemple, Paul Klee, il a écrit des beaux textes sur ça, de trouver cette lumière, la vérité, le Dieu, en fait, dans quelque façon, dans l'art. Et pour eux, leur doctrine à ce temps-là, c'était que l'architecture, c'est comme l'art
en fait comme un couronne, un lard qui synthétise tous les autres arts. Alors, peinture, sculpture, les arts décoratifs, tout ça, c'est tout, tout est synthétisé à l'architecture. C'est pour ça que l'architecture était la plus importante dans les premières années de Bauhaus. C'était vraiment comme un laboratoire où ils ont essayé de retrouver la créativité, la liberté. Le chemin, c'était de retrouver la créativité des enfants, la liberté des enfants, l'innocence. Et puis, petit à petit, avec la pression commerciale, il fallait survivre, il y avait la pression financière aussi. Alors, ils ont commencé à pousser l'école un peu plus dans la direction des projets comment ça se dit, de design. Alors là, c'est le Bauhaus qu'on connaît maintenant, les chaises de Bauhaus, les intérieurs de Bauhaus. Aussi, il y avait les gens comme Moholy-Nagy ou les photographes qui étaient les fonctionnalistes, en fait, qui étaient très orientés vers technique. Alors, ça a devenu quelque chose très comme un symbole de modernisme. Quand vous voyez... Sauf pour les nazis, qui le considéraient oui, comme un art dégénéré. Oui. Mais cet esprit original de laboratoire, de chercheurs de vérité, ça a disparu. Alors, vous pouvez voir comme, par exemple, Klee, il était invité comme professeur, il était très respecté, et avec les années, il est devenu un espèce de margine, un caractère marginal, parce que le mainstream, c'est devenu de produire, de faire les beaux intérieurs pour les expositions internationales. Ils ont vendu beaucoup, en fait, leurs meubles, comment ça se dit, leur projet, il était produit en masse, en fait. Il était vendu aux fabriques ou aux usines où ils ont fabriqué les chaises de Bauhaus, les lits de Bauhaus, les lampes de Bauhaus. Et ils ont commencé vraiment à faire de business. Et je pense que ça changeait beaucoup, beaucoup. Alors, à la fin, et aussi, avec ça, il est venu une espèce de changement, bien sûr, de mentalité. Alors, les choses qu'ils ont vénérées au début, comme la créativité libre d'artistes, à la fin de Bauhaus, ils se moquaient de ça. Ils se moquaient de sensibilité. Ça est devenu vraiment une espèce de commerce, quoi, de business commercial. Oui, qui était toujours bien, c'était toujours bien, mais il n'y avait pas cet esprit de début. Alors, je décris ce changement un peu là parce que là, mes deux personnages, ils sont partis quand ça commençait à changer. Et aussi, c'est Theodor Nor, alias Johannes Itten, Robert Meinlich, il est aussi parti pour devenir communiste radical et tout ça. Voilà, c'est un peu dans le... Ouais. C'est très clair. Ouais. Stéphanie. Très riche, historique, artistique, ouais. Féministe un peu aussi. Cette histoire de femme, quoi, toujours. Oui, mais je pense que quand même, il n'y a pas de déclaration, de grandes idées. C'est tout vécu
vécu d'intérieur, quoi. C'est tout. Ouais, il n'y a pas de. Ouais. Non, mais c'est après de remettre aussi cette histoire de femme à l'époque où elle s'est passée, quoi. Avoir des opinions politiques, descendre dans la rue, tout ça, je pense que c'était plutôt rare, quoi, on va dire, qu'une femme puisse assumer, même par rapport à sa famille, tout ça. Parce que bon, après, sur les recherches que j'ai faites, Friedel, elle venait d'un milieu qui n'était pas forcément bourgeois, un milieu moyen, quoi. Et bon, effectivement, quand on vient d'un milieu bourgeois, c'est peut-être plus facile que les femmes voilà, deviennent artistes et tout ça, mais dans un milieu socio-culturel moyen, je pense qu'elle a dû encore plus se battre. Et apparemment, son père l'a quand même bien, enfin voilà, son père l'avait soutenue et tout ça, ce qui était déjà, je pense, assez rare à l'époque, quoi. C'est ce côté, quand je dis féministe, c'est plus ce côté-là d'une femme qui prend sa vie en main et qui affirme ses choix, etc., quoi. Et Pas petit à tellement petit, dans c'est l'idéologie. ouais, c'est très évolutif dans le roman d'ailleurs, hein. Elle s'émancipe petit à petit. Au Ouais. départ, elle est loin de prendre autant de décisions. Oui, puis elle est aussi dans une relation amoureuse qui fait qu'elle est un peu Prisonnière. voilà, pardon? Prisonnière. Oui, c'est ça. Voilà, elle n'arrive pas à s'en sortir forcément. Là, c'est sûr que voilà, elle est sous la coupe de cet homme, entre guillemets. Bon. Stéphanie? Oui, moi, j'ai une question sur un passage précis, parce que quand j'ai lu cette phrase, ça m'a frappée. Et je voudrais savoir pourquoi vous avez fait dire ça à un personnage. Alors, c'est dans un dialogue au début entre Milena et Aaron. Et en fait, donc Aaron, il dit très clairement sa haine de l'Allemagne, et il la justifie en fait en disant que s'il cesse de haïr, c'est comme si soudain le sacrifice de millions de vies humaines n'existait plus. Et j'ai trouvé que cette phrase était quand même, à notre époque, très très forte, presque dérangeante, à l'époque où il y a un devoir de mémoire justement qui est entreprise par l'Allemagne et par l'Europe. Et alors, je me suis demandé si vous l'aviez mise, est-ce que c'est parce que c'est ce que pensent encore certains Tchèques qui, voilà, est-ce que là, vous vous êtes fait le porte-parole de certains personnages? Est-ce que c'est une idée qui est répandue en République tchèque? Non, 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 pas du tout. Non, c'est pas ça. En fait, c'est un peu bizarre d'entendre ça de Aaron, qui est un juif qui vient de Maroc. Il n'a rien à faire avec l'histoire. Personnellement, il n'a rien à faire avec l'histoire européenne. Mais je pense que c'est pour ça qu'il, en quelque façon, qui idéalise dans quelque façon cette haine, que c'est son façon de digérer ou d'accepter cette chose terrible qui était horrible, qui était l'Holocauste. Et dans ce temps-là, quand j'ai écrit ça m'a paru juste que dans quelque façon, la haine peut aussi devenir mémoire. Si vous pardonnez quelqu'un, c'est comme oublier quelque chose. C'est aussi le pardon, c'est un des thèmes des romans. Il s'agit de Christina qui devrait pardonner son mari qui l'a abandonnée. Elle n'arrive pas à le faire. Aussi, je parle par rapport au Aaron, je parle d'Israël, de ce conflit perpétuel, qui perpétue en fait aussi la haine de la Seconde Guerre mondiale, dans quelque façon.
oui, c'est comme un devoir de haïr, mais c'est pas mon avis, hein, c'est juste, c'est un avis radical de quelqu'un qui voit ça dans une façon un peu abstraite, puisqu'il n'a jamais vécu en Allemagne, il n'a rien à faire avec l'Allemagne. Pour lui, c'est quelque chose abstrait. Justement, il était né au Maroc, puis il est venu à Israël avec ses parents. Pour lui, c'est quelque chose loin. Mais justement, si c'est loin, comment c'est possible de ressentir une telle haine des années après? Parce que ça se comprend très bien à l'époque, évidemment. Oui, mais je ne sais pas, oui, on peut questionner s'il haït vraiment. Il dit ça à une jeune fille. Il dit qu'il ne pouvait pas vivre en Allemagne, il ne pouvait pas dormir tranquillement, mais il n'a jamais essayé, évidemment. C'est quelque chose un peu exagéré. On ne sait pas s'il haït vraiment l'Allemagne. C'est une réaction. Ils sont dans ce musée qui est une expérience très forte de Térésine. Alors après avoir passé toute la journée avec les croquis des internés, avec toute cette histoire douloureuse, il dit ça, mais qui sait, peut-être il n'aille pas tellement. Il faut aussi, souvent on dit je hais quelque chose, et on n'est pas vraiment sûr que ça. Ouais. Mais je pense, pour moi, cette parole est importante pour la mémoire et émotion, que cette émotion, en quelque façon, est la mémoire de... Ouais. J'avais une question sur le choix narratif que vous avez fait, puisqu'il peut potentiellement être perturbant sur cette narration déjà par l'équipe de tournage israélienne, mais également sur le reste, sur la narration. Comment vous avez construit ce roman au niveau de la narration? Est-ce que les différentes histoires étaient au départ traitées de la même manière sur une seule, en tout cas sur une seule ligne, ou au contraire, vous avez tout mêlé en même temps et vous vous êtes retrouvé avec différentes narrations sur lesquelles vous ne vous êtes pas perdu? Oui, c'est vrai que le roman est un peu compliqué, mais c'était ma façon de s'approcher à l'histoire pour se sentir vrai, pour vraiment tenir cette histoire. Et c'est toujours, pour moi, c'est toujours la chose plus difficile, c'est de trouver cette forme juste. Saut d'Aaron, c'était... oui, il fallait inventer cette Milena qui était en fait innocente, qui était nouveau venue dans cette histoire pour pouvoir entrer dedans. Et là, j'ai écrit vraiment, le Saut d'Aaron, j'ai écrit vraiment petit à petit, comme je dis, quand le bébé était endormi. Et je pense que j'ai toujours... j'ai senti quand je dois pour moi-même changer la perspective pour que je puisse aller plus loin. Alors c'était un procès très naturel en fait, c'était pas quelque chose construit, c'était très naturel, je cherchais la meilleure façon pour moi-même de raconter cette histoire pour que ça soit vrai pour moi. Et tout c'est... Ouais. À la fin, c'était un peu compliqué, c'est vrai. Pas compliqué, mais exigeant, et ça fait du bien aussi de temps en temps d'avoir des textes exigeants et de ne pas tomber dans une certaine facilité. Et je rebondis sur cette absence de facilité, puisque Nadège en parlait au début. Vous n'avez pas choisi l'angle du camp de concentration de Térésine, qui aurait été une facilité,
vous êtes allé un petit peu plus loin puisque vous le faites par petites touches. C'est jamais larmoyant, vous en faites jamais trop, mais il y a quand même cette épée de Damoclès au-dessus qu'on sent poindre. Mais pourquoi justement avoir fait ce choix-là de ne pas faire un roman qui avait attrait à des thématiques qui forcément auraient donné du sensible à votre Ouais, roman? Vous y êtes allé ailleurs. je pouvais pas, ce serait pas juste. Je pouvais écrire, je pense à une écriture en général, c'est quand vous partez dans quelque sens qui n'est pas juste, vous commencez à vous ennuyer vous-même en écrivant. Vous perdez. Alors là, vraiment, ces petits détails, cette image différente, j'étais comme un chien qui va là où il sent quelque chose qui sent bon, qui est fort, qui est intéressant. Je me souviens, j'avais des crises, je pensais je ne peux pas continuer parce que c'était justement trop loin. Surtout, je ne savais pas comment tirer cette matière vers moi. Je me souviens, si vous vous souvenez, cette scène dans les montagnes quand Bertha, quand elle est toute jeune avec ses amis, avec Madame Mayer, quand ils font le petit jeu de Péléa et Mélisande dans les montagnes. Et là, j'ai fait un grand cri, je pouvais pas, ils ont sorti pour se promener dans les montagnes. Et là, je savais pas comment je peux inventer où ils sont allés. C'était vraiment, oui, c'est un grand effort de créer des situations qu'on. J'étais jeune comme écrivain, j'étais jeune, je n'étais pas tellement expérimentée. Maintenant, oui, quand ça ne va pas, je ne panique pas, mais dans ce temps-là, j'étais vraiment. Quand je puisse écrire sur quelqu'un qui va dans 1916, dans les montagnes à Alpes pour faire une promenade. Ouais, mais voilà, oui, c'était comme ça, c'était pas vraiment. Je ne pouvais pas l'écrire comme un roman classique, c'était pas possible. Ce serait faux et ennuyant pour moi, tout le monde. Oui, ça est devenu partie, oui. Voilà. Les autres Oui. romans ont aussi cet axe-là. Après, ouais. Mais je pense vraiment que que le fait que mes autres romans aussi sont un peu compliqués, c'est un petit patchwork, comme ça vient de ma impuissance en fait, malheureusement. C'est parce que si j'étais vraiment un auteur souverain, achevé, je pourrais écrire une histoire simple, vous voyez, de début jusqu'à la fin, pouf, une grande le temps humilité. linéaire. Mais là, il faut toujours se sauver dans quelque façon. Non, je rigole un peu, mais c'est aussi, c'est vrai, hein, il faut toujours suivre ce qu'on peut faire, ne pas se projeter dans quelque chose qu'on connaît pas. Et il faut toujours être, je pense, pas s'amuser, mais, mais se sentir vivant, s'intéresser vraiment, de sentir cette vie dans son écriture. Après, ça peut, oui, ça peut aller jusqu'à le lecteur.
J'avais une dernière question, sauf si quelqu'un en a une. Ce sera peut-être ma dernière question. Mais par rapport à la documentation que vous avez faite, au travail que vous avez effectué, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez allé justement avec cette équipe de tournage israélienne à Térésine. Est-ce que ça s'est arrêté là? Votre documentation s'est arrêtée il y a 10 ans ou au contraire? Ça Ah non, non, j'ai j'imagine que fait au non. moins un an de recherche avant de commencer d'écrire. Alors, j'ai lu tout sur Bauhaus, j'ai lu des volumes sur l'art moderne, sur des choses différentes, pas tellement sur Friedel, parce qu'il n'y a presque rien sur Friedel. En plus, je ne voulais pas lire trop sur elle. Je ne voulais pas vraiment lire. Je voulais l'inventer, être plus libre, mais il y avait presque rien, quelques lettres peut-être. Mais non, j'ai fait beaucoup de recherches, aussi des destins, des gens comme Marie de Bertha, qui sont survécus à Auschwitz, beaucoup de documents authentiques. Non, il y a beaucoup, et aussi sur la période, il fallait faire beaucoup de recherches. Après, vous oubliez, bien sûr, mais je me souviens au moins un an, j'ai lu que ça. Et après aussi, en écrivant, je me suis fournie toujours avec des choses pour lire un rapport avec, avec ce roman. Alors, j'avais aussi, après, quand j'ai fini, j'ai donné ce livre à lire à un ami de ma famille, un vieux monsieur qui a survécu à Auschwitz, parce que je sentis que c'était là mon père, en fait, que j'ai écrit sur quelque chose que je n'avais pas le droit peut-être d'écrire dessus. Mais lui, il était vraiment, il a beaucoup aimé. Et il a trouvé rien de faux dedans. Et après, il y avait aussi aux États-Unis, il y avait des gens qui sont vraiment des documentaristes ou des gens qui vraiment s'intéressent dans l'histoire et personne n'a trouvé rien à me reprocher au niveau des faits, des recherches. Alors là, je pense que ça va. On peut être assez, ouais. Et en fin d'ouvrage, vous dites que c'est Yelena Makarova qui a donné l'impulsion au texte. Alors, qui est-elle? Lena Makarova, c'était une femme russe israélienne qui est venue avec les cinéastes. Et elle était auteure de leur scénario. Alors, elle a fait recherche sur Friedel. Elle a aussi enseigné l'art à Tel Aviv, soit à Jérusalem ou Tel Aviv, je ne sais pas. Elle était quelqu'un de très passionné, qui en fait, j'étais amie aussi, j'étais son amie aussi, particulière, passionnée. Oui, qui m'a donné, en quelque façon, c'est elle qui m'a introduit dans le destin de Friedel, Lena Makarova. Ouais. Parfait. Alors oui, pardon Magdalena, mais j'ai oublié tout à l'heure de vous demander si jamais, sait-on jamais, si vous aviez le livre en langue tchèque sur vous et de nous faire une petite lecture en tchèque, mais je ne suis pas sûr que vous l'ayez sur vous. Mais si c'est le cas, j'en suis ravi. Oui, attendez. Ah, voilà, c'est l'original tchèque. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça a l'air totalement différent et c'est beaucoup moins épais. Hein. Ils ont mis vraiment beaucoup de mots sur les pages. Et je vais lire un petit, oui.
voilà, c'est un peu n'importe quoi, non? Puisque vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas grave, la langue est si belle qu'on en redemande. Ouais. Et je vais vous lire un peu de ce paragraphe que j'ai lu en français. Stojím za oknem svého pražského bytu, dívám se ven, dolů na koleje a malou nádražní budku. Na stojanu upevněné plátno. Maluju. Kdyby mě viděli ve škole, vysmáli by se mi, nevěřili by svým očím. My přece pálili stojany, my nikdy nechtěli podle skutečnosti, nechtěli jsme lhát z okna. Stojím ve svém obývacím pokoji a maluju to, co vidím. Stávám se kolejemi, nádražím, narůžovělým odleskem na střeše protějšího domu. Putuju, přestávám být tou stísněnou, obtíženou ženou. Takhle je mi lehko. Nechci se dívat dovnitř, ale ven. Voilà. C'est pas la chose entière, c'est juste. Merci. Avant de nous quitter, on a pour habitude de faire une photo de groupe. Donc voilà, préparez-vous. Et ceux qui ont le livre, évidemment, mettez-le en avant. Ils le La méritent. lumière n'est pas géniale. Hein. C'est comme Ne ça. faites pas votre Bertha, Magdalena, ça suffit. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait. Merci beaucoup. Il est temps de vous remercier toutes les deux et vous tous pour cette rencontre. Merci à tous. Merci Nadège, merci Magdalena. Et Non, merci. on se retrouve bientôt. Nadège, on en parlera peut-être avec Frédéric Paulin pour une prochaine fois. Merci Magdalena, merci Anthony et puis bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Et bonne rentrée à Au tous. revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous, bonne soirée. Vous Au revoir tout le aussi. monde. Au revoir. Au revoir à tous.